Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à l'usage des futurs candidats ayant pour objectif premier d'intégrer le département de langue et littérature française, il m'a été demandé d'articuler pour vous un certain nombre d'éléments qui seraient relatifs aux attentes qui seraient les vôtres et aussi celles de vos professeurs du département et de tout l'environnement, dirions-nous, autour de cet axe qu'est la littérature. Alors, premièrement, il faut savoir, et pour un éclaircissement et un éclairage à votre usage, que la littérature française articule à la fois l'aspect littéraire et l'aspect linguistique. Et ça, dans le cadre d'un horizon géographique qui est la France. Et je vous signale que la langue française est dite langue latine, de la même manière que la langue espagnole, italienne. Il y a un fond commun qui vient de l'héritage de l'Antiquité. Donc, quand on parle le français, quand on étudie le français, eh bien, on fait un bond en arrière dans l'histoire de l'évolution de cette langue. Et cela suppose que la langue française obéit à un horizon géographique bien particulier. Lorsque l'on désire intégrer le département de langue et littérature française, ça n'est pas la même chose que si on désire intégrer le département de littérature de langue anglaise ou espagnole ou allemande. Évidemment, les cours dispensés seront parfois identiques du point de vue technique dans chacun d'entre eux, mais l'arrière-plan propre à chaque système culturel impose un certain nombre de particularités. Tout d'abord, les étudiants qui désireraient intégrer ce cursus, bienvenue à eux, et peut-être faudrait-il leur conseiller d'envisager l'existence ou non d'une espèce de passeport qui serait le leur et dans lequel on trouverait un certain nombre de ce que j'appellerais des prérequis, des attentes. Il faut d'abord dire que si on désire intégrer le département de langue et littérature française et qu'on veut faire des lettres françaises, il faut d'abord avoir l'envie, pas une envie occasionnelle, accidentelle, pragmatique, pratique, mais une envie qui soit une envie construite, une envie formée depuis un temps certain et qui vous aura mené à ce département. Donc il y a vraiment une action, je dirais, d'empathie. Il faut avoir un coup de foudre pour la langue française, la culture française et la littérature française, parce que celle-ci est suffisamment complexe, suffisamment vaste pour contenir tout votre amour pour elle. Et peut-être même elle le dépasse quelquefois. Donc l'empathie me semble l'intérêt pour cette langue et pour moi primordial, pour cette culture, pour ce pays et pour ce qu'il signifie qu'il représente. Deuxième élément, dans le passeport didactique, ce serait les acquis antérieurs. L'université ne forme pas des étudiants sur un terrain vague ou un terrain vierge. Elle vient se juxtaposer à partir de quelque chose qui est déjà existant. Ça veut dire que l'étudiant qui vient pour apprendre à la faculté, pour se former et se spécialiser dans la langue française, il devra déjà posséder un bagage, un passé. En anglais, on appelle ça un background. Et ça, ce sera quelque chose qui aura été vu dans les années antérieures au lycée, au collège, pourquoi pas dans le primaire, et qui passera par l'acquisition des règles de grammaire, d'expression écrite, orale, des habitudes liées à la lecture,
le goût pour la littérature. Cet élément-là me semble important parce que on ne peut pas prendre le train en marche en arrivant à la faculté. Les enseignants doivent trouver chez le candidat lambda, moyen, doivent trouver déjà une somme de connaissances préétablies. Autrement, eh bien, il y aura un décalage entre ce qui sera proposé et fourni et ce qui sera susceptible d'être absorbé par l'étudiant. Donc les acquis antérieurs, deuxième élément important pour moi. Le troisième élément, c'est le profil. Le profil est un profil qui, à la fois, à mon avis, détermine le candidat dans le fond et la forme. C'est-à-dire que l'étudiant désirant intégrer le département de littérature, de langue et littérature française devra posséder à la fois une espèce de casquette structurelle et une autre qui serait culturelle. Des méthodes qu'il aura apprises, qu'il aura intégrées auparavant, et un ensemble de connaissances qui seront les siennes et qui constitueront son bagage, sa carte de visite et son apport. La langue et la littérature française peuvent se scinder techniquement et théoriquement, tout à la fois en littérature et linguistique. Les deux sont, il y a un relais, ils ne sont pas imperméables, ils sont perméables et on passe de l'un à l'autre, hein, mais on peut dire que déjà là, il y a deux sphères particulières, complémentaires, et deux orientations didactiques. Vous avez, parmi le corps professoral, des spécialistes en linguistique et d'autres en littérature. Même s'il arrive parfois que vous ayez des matières ou des spécialités qui naviguent entre les deux. Par exemple, la catégorie du récit, que j'enseigne depuis plusieurs années, nous fait voyager de la littérature, d'un corpus littéraire, vers des aspects techniques liés beaucoup plus à une maîtrise et à une instrumentalité du fond par rapport à la forme. Donc déjà, et vous verrez que probablement certains d'entre vous auront un goût, auront un appétit et auront un savoir-faire, soit pour la littérature, soit pour la linguistique. Ou alors ce sera une dominante, plus littéraire, plus linguiste. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire le pari de l'un contre l'autre, ou de l'un par rapport à l'autre. Non, vous devez être multi dans les deux cas. Hein. Mais vous sentirez bien qu'il y aura, pour l'un comme pour l'autre, une dominante. Il y aura une spécialité. D'accord ? Dans la linguistique, on trouvera un certain nombre de matières qui seront nombreuses, qui seront des matières d'initiation au départ, puis progressivement d'immersion, et in fine, en troisième ou quatrième année, ça dépend si nous restons dans le système LMD ou le bachelor, eh bien, des matières de spécialité et de spécialisation, avec l'idée qu'on progresse, mais qu'on progresse dans la complexité. Plus on maîtrise, plus on va passer d'un macro, de généralité, vers un micro, c'est-à-dire quelque chose de très, très pointu, quelque chose de très savant, très technique. D'accord ? Les matières en question sont nombreuses et appartiennent au domaine de la syntaxe, de la grammaire, du lexique et permettent la maîtrise d'éléments aussi importants que par exemple la phrase, la structuration de la phrase, l'orthographie. L'orthographie, c'est l'art d'écrire correctement. Et puis vous progressez continuellement vers des aspects plus techniques et des aspects qui vous permettront de toucher par exemple la stylistique. Et lorsque vous aurez déterminé tous ces éléments complémentaires, vous approfondirez vos connaissances dans des domaines comme la critique, l'esthétique, la sémiotique,
hein, avec, vous le verrez, des retours en arrière, parce qu'il y aura besoin quelquefois de reprendre des règles, de reprendre des éléments antérieurs, mais toujours un approfondissement et toujours une immersion de plus en plus poussée vers quelque chose d'éminemment technique. Voilà, ça c'est pour l'aspect littéraire. Vous aurez dans les matières, dans première, deuxième, troisième et pourquoi pas quatrième année, la connaissance de domaines qui seront des éléments chronologiques. C'est-à-dire que vous partirez de la fondation de la littérature française au Moyen-Âge, c'est-à-dire au 5e siècle après Jésus-Christ, jusqu'au 20e siècle. Et là, vous passerez par tous les siècles. Moyen-Âge, 16e, qu'on appelle le siècle de l'humanisme et de la Renaissance, 17e, le siècle classique, 18e, les Lumières, avec le pré-romantisme, la littérature révolutionnaire, 19e, le romantisme, le réalisme, le naturalisme, et 20e, des phénomènes littéraires nouveaux comme l'autobiographie, le roman policier, la littérature fantastique, la littérature féminine, les nouvelles, etc. Donc il y a un parcours chronologique de perception des éléments littéraires. Vous avez dans un autre sens et dans un autre registre, on pourrait dire que l'histoire des idées serait une évolution paradigmatique, c'est-à-dire qui va d'un début vers une fin, d'accord? Alors que ce dont je vais m'entretenir ici serait plutôt de l'ordre de la syntagmatique ou de la synchronie. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, pour un même siècle, des genres littéraires particuliers. Les genres littéraires particuliers qui vous seront donnés à analyser, à comprendre et à produire relèvent de 3 genres littéraires. Tout à l'heure on a parlé des courants, maintenant on parle des genres. Ce sont le théâtre, le roman, la poésie. Sur l'aspect littéraire, en dehors de l'évolution historique de la littérature, vous devrez aussi incorporer, je dirais, une technique, c'est-à-dire une instrumentalisation. Tout étudiant faisant de la littérature française doit absolument maîtriser un certain nombre de moyens pratiques qui sont la technique du résumé. Vous avez un corpus, vous devez réduire ce corpus. Eh bien, on ne résume pas n'importe comment. Il existe pour cela des règles, un mode opératoire particulier. Et le résumé n'est pas aussi simple et aussi évident que vous pourriez le croire. Et c'est surtout synthétisé. Lorsque, par exemple, je vous demande de me raconter le film d'hier, en 5 minutes, vous devez me le résumer. Eh bien, vous devez me dire à la fois ce qui a été important pour vous, mais aussi pour le lecteur, le spectateur moyen. Donc le résumé, important. En dehors du résumé, il vous est demandé dans le cadre du département de littérature française, la dissertation. La dissertation, c'est la capacité qui est donnée à un étudiant, à partir d'une interrogation, une phrase, de développer sur plusieurs pages une maîtrise technique. Le commentaire composé est aussi un exercice technique tout à fait prégnant dans la formation des étudiants en littérature, est aussi un élément invariant dans la formation des étudiants dès la première année. Et évidemment, en dernière année, on est beaucoup plus exigeant et on attend de vous à la fois le fond et la forme, la subjectivité et l'objectivité, la maîtrise, l'empathie, mais aussi la distanciation objectivisante. Donc, ce qui est attendu dans votre formation en lettres, c'est le savoir-faire en termes de production, de productivité. Et ce savoir-faire devra être aussi complété et même complémenté, si vous me permettez ce barbarisme ou ce néologisme,
par ce que j'appelle le bagage culturel. Un étudiant de lettres, un étudiant en règle générale, et je vous signale que le terme étudiant vient du latin. Étudiant en latin vient de studum, qui a donné l'adjectif studieux. Et je vous signale que studum en latin signifie zélé. L'arabia mthammes, celui qui fait le maximum, donne tout ce qu'il a, fait tout ce qu'il peut, hein, se met toujours en avant. Hein, sur le plan de l'écrit, sur le plan de l'oral, sur le plan de la maîtrise, sur le plan de la pensée, sur le plan de l'action, sur le plan de l'opinion, etc. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans une dynamique, hein, dans une évolution. Donc ce bagage relié à la connaissance, il se construit, je vous l'ai dit, depuis bien avant l'accès à l'université. Tout ça, ça vous a amené à produire un savoir, à produire une réflexion sur les grandes idées que la littérature emprunte à d'autres champs culturels. Ce bagage, il évolue chronologiquement. Et il évolue aussi par rapport à ce que vous en faites, c'est-à-dire ce que vous concevez comme des couches successives et des strates. Vous avez opéré des choix à un moment donné et vous allez les poursuivre, vous allez dans d'autres aspects peut-être vous confronter et votre point de vue va évoluer. Hein, je vous signale que vous n'entrez pas au département de la même manière que vous en sortirez. Il y aura eu une maturation, il y aura eu une évolution et il y aura eu un approfondissement de votre maîtrise. Et vous verrez que plus vous apprendrez, plus vous relativiserez. Hein. On est assertif et on est, comment dirais-je, un peu clivant lorsqu'on débute. Lorsqu'on commence à maîtriser le sujet, eh bien, on devient un petit peu plus mature, on a une distanciation par rapport aux choses, on devient moins affirmatif. Et je vous signale que ne pas être affirmatif, ça n'est pas une fuite en avant ou ça n'est pas ne pas oser dire les choses telles qu'on les pense. Non, c'est-à-dire que quelle que soit la position que j'ai, je dois d'abord observer ce qu'il en est pour autrui, ce qu'il en est ailleurs, ce qu'il en a été dans d'autres temps. J'insiste beaucoup sur le fait que la littérature doit vous amener à penser bien, à penser juste et à penser en profondeur. C'est quelque chose qui se fera au bout d'un certain nombre de temps. Donc la formation dans le cadre des études littéraires, quel que soit le champ, que ce soit en littérature arabe, en littérature espagnole, en littérature anglaise ou en littérature germanique, ce que vous voulez, passe d'abord par un début qui est un apprentissage graduel imposé. Vous devez obligatoirement admettre, accepter ce qu'on appelle dans certains sports un exercice contraint. Ça veut dire, vous devez exécuter des figures imposées, comme dans la gymnastique. Et bien, dans le cadre des études littéraires, il y a des exercices contraints, hein, des règles rigides. Et je vous signale que la langue française est une langue ancienne, une langue fort intéressante, mais éminemment rigide, compliquée. Elle oblige à une manipulation classique, conventionnelle. Vous ne pouvez pas utiliser les mots dans la phrase et les phrases dans l'ensemble selon un arrimage qui vous serait le plus naturel ou le plus facile. Vous devez absolument passer par un code de présentation. Hein, et on valide vos connaissances par rapport à ce code. Donc, il y a des règles fixes en orthographe. Donc, l'orthographie, c'est la manière d'écrire de façon propre.
pas propre, ici propre, à la différence de impropre, c'est-à-dire d'écrire de façon correcte, de façon conventionnelle, de façon attendue, parce que exigée. Et ça, eh bien, il va falloir apprendre rapidement les règles qui sont en usage dans la langue française. Et pour cela, il y aurait dû avoir antérieurement à votre venue au département l'acquisition des règles de grammaire les plus élémentaires. Les participes passés, les adverbes, les adjectifs, hein, la manière d'appréhender aussi la conjugaison. Chacun de ces éléments liés au temps a une fonction particulière. On n'emploie pas l'un par rapport à l'autre de manière fortuite. Et je vous signale même que dans plusieurs phrases, vous avez ce qu'on appelle la concordance des temps. Tel temps fonctionne avec tel autre, et pas un autre, parce qu'il y a une logique interne dans la phrase ou dans le paragraphe. Donc cet apprentissage est vraiment contraignant, et vous verrez que si vous vous soumettez à cette contrainte, et bien ensuite vous vous libérerez. Il faut d'abord accepter les choses. La phrase, c'est un cadre fixe dans lequel il y a des règles et vous pouvez vous exprimer à l'intérieur de ces. Si vous apprenez la poésie, vous ne pouvez pas être poète ou analyser des poèmes si vous ne savez pas faire la différence entre les rimes, les strophes, les vers, les rimes alternées, embrassées, les alexandrins, les quatrains, les accents toniques, les césures à l'hémistiche, etc. Il faut d'abord, avant de comprendre, il faut d'abord apprendre. Et ensuite, on peut être amené à pouvoir, à prétendre produire. Donc, cette immersion est fondamentale. Et ça passera, je vous l'ai dit, par la maîtrise de techniques de l'expression écrite. J'avais parlé tout à l'heure, par exemple, de l'orthographie, mais il y a aussi la syntaxe. Il y a aussi le lexique. Hein. Dans un deuxième élément, une fois que vous avez accepté toutes ces règles anciennes, toutes ces règles contraignantes, même si elles ont été un peu dépoussiérées, c'est vrai, il va y avoir la maîtrise de ce que j'appellerais un savoir. Un savoir dire et un savoir écrire. Il y aura à la fois un travail que vous allez apprendre à produire sur le plan matériel, hein, et il y aura l'acquisition d'un bagage, d'une culture générale, d'une somme de connaissances que vous aurez enrichi, que vous aurez complété, que vous aurez rendu plus spécifique par rapport à des éléments qui seraient vos propres recherches, vos centres d'intérêt, etc. Et je dois vous dire que probablement chacun d'entre nous est amené à se sentir un petit peu plus enclin avec certaines matières vis-à-vis d'autres. Il y a ce qu'on pourrait appeler une appétence, un appétit, un désir pour certains aspects et peut-être une relation moins subjective, moins profonde et moins affective, dirions-nous, avec d'autres éléments. Et ça m'amènera à dire que dans la dernière année ou les dernières années de votre formation, vous serez amené à parcourir des champs du savoir de plus en plus pointus, de plus en plus spécifiques. J'avais parlé en début de la critique littéraire. Et je sais que dans la critique littéraire, vous avez la sociocritique, la psychocritique, la poétique du récit. Ce sont des éléments particuliers qui permettent d'analyser un texte, un auteur, et d'en extraire un certain nombre de noyaux informatifs. Hein. Et chacun de ces champs balaye la surface littéraire de manière particulière. Il y a un tamisage et un criblage qui est tout à fait spécifique et tout à fait donné.
Donc, lorsque vous aurez eu la possibilité de toucher à des sciences comme la critique littéraire, l'esthétique, la sémantique, la sémiotique et d'autres aspects que serait la littérature moderne, la littérature maghrébine d'expression française, etc., vous verrez que vous serez amené probablement à vous rendre compte d'une spécialité, une spécialisation qui serait la vôtre et qui vous amènerait à développer tel aspect plutôt que tel autre. Et là, vous auriez la possibilité de parcourir et de naviguer vers des champs qui seraient des champs liés à ce que j'appellerais plutôt le cycle tertiaire et ternaire, c'est-à-dire le troisième cycle, à partir du master et du doctorat. Le domaine de la littérature est un domaine éminemment... je dois vous dire aussi qu'il est essentiel pour moi de ne pas considérer que la littérature est un sous-produit culturel qui viendrait en deçà d'autres champs que seraient ce qu'on appelle les sciences dures ou bien les sciences sociales. Non, la littérature n'est pas le parent pauvre des sciences, ni des sciences dures, ni des sciences sociales, ni des sciences molles. La preuve, je vous donne un exemple, eh bien les grandes entreprises embauchent de plus en plus des gens ayant des diplômes dans les sciences humaines et en littérature, parce qu'ils ont été formés à une prise de connaissances structurée, graduée. Et plus particulièrement, on embauche par exemple des spécialistes de la langue pour produire des catalogues et des notices. On s'est rendu compte par exemple que les ingénieurs, eh bien, s'ils savent monter un appareil, ils ne savent pas bien parler pour vous expliquer comment l'utiliser, et ils ne savent pas bien en parler pour le vendre. Hein. Donc la littérature a partie liée avec tous les autres champs du savoir, hein, même les sciences dures. Hein. Et donc il ne faut pas considérer celle-ci comme allant de soi, ou bien comme n'explorant que des dimensions oniriques, c'est-à-dire de l'ordre du rêve, de l'ordre de la superficialité, de l'ordre de l'évanescence. Non. Il y a vraiment, il faut se garder de ce type de considération, parce que vous le verrez, il y a une complexité. De l'objet littéraire. Vous pouvez, quel que soit le corpus en question, dans n'importe quel genre littéraire, dans n'importe quel siècle, etc., vous pouvez arriver à des degrés de complexité qui sont tout à fait reconnus et tout à fait évidents. Nous sommes arrivés à un moment de l'évolution du savoir où nous nous posons des questions sur l'éthique, la morale, le droit, la connaissance, la maîtrise ou non d'un certain nombre d'éléments liés à la préservation de la nature, etc. Eh bien tout ça, ça a déjà été dit, ça a déjà été écrit et ça a déjà été traduit dans les œuvres littéraires des siècles passés. Hein. Pour peu que vous lui consacriez et que vous lui donniez ce qu'il est en droit d'exiger de vous, c'est-à-dire votre temps, votre envie, votre maîtrise. Et si vous concevez ce contrat selon des termes qui sont des termes équilibrés, vous verrez qu'il vous permettra d'aborder une dimension ô combien pertinente et enrichissante. Voilà, j'espère avoir éclairé pour vous ce qui est pour moi
l'exercice quotidien et naturel, mais aussi le débouché d'éléments passés personnels, et que sont la littérature française.